Bonjour. Bonjour à tous. Il est 11 h tout juste. On attend les derniers participants. Bonjour Quentin. Je vois qu'il y a Sam Berchiche aussi. Sam, on se connaît, je crois. Ah. J'espère que mon micro n'est pas coupé. Je vais vérifier, mais c'est bon. Ah, je vois qu'il est déconnecté. C'est pour ça qu'il ne te répond pas. Ah, d'accord. Alors, on attend quelques instants et on démarre le webinaire. Je pense qu'on va essayer de démarrer à l'heure parce qu'on a quand même pas mal de choses à dérouler. Donc, on peut essayer on accueillera au fur et à mesure les différents participants. Et puis, je pense que on peut commencer. Je crois que tu vas commencer un petit peu la présentation de la société. Donc, on peut commencer avec ça, je pense. D'accord. Alors, donc tout d'abord, je suis Carole Longe et je suis chargée des relations clientèle et en charge de la TMA pour Inflexis. Et donc, Philippe Bourris, qui est directeur commercial et marketing, va présenter aujourd'hui comment trouver un financement pour un projet d'application. Alors, donc très rapidement, qui est Inflexis? Alors, nous sommes une société bordelaise basée à Mérignac, avec un petit peu plus d'une dizaine d'années d'existence. Et nous travaillons principalement pour des projets banque, assurance, Crédit Mutuel Arkea, Arkea Assistance, Fortuneo, ECA, Miliis, Odo, pour ne citer que, également groupe Pasteur Mutualité, et puis d'autres projets qui sont sur des secteurs divers, comme le secteur de la santé, industrie, maintenance. Voilà, l'éventail est large. Alors, donc Catherine, qui nous accompagne, qui est également en charge du marketing, donc effectivement indique que la fenêtre de chat permet de communiquer et d'échanger avec nous. Donc surtout, n'hésitez pas à interrompre la présentation. Je me chargerai donc de modérer pendant la présentation de Philippe, donc pourra poser vos questions en live. Voilà, et donc je vais effectivement vous parler un petit peu de mon métier, puisque je rencontre des clients qui ont tous une problématique de toute façon de constituer le budget pour répondre à un projet applicatif. Et donc on essaie de les accompagner, donc parfois ils le font seuls, mais parfois aussi ils nous demandent quelles sont nos recommandations pour aller chercher ce budget. Et on est ravis de pouvoir leur apporter notre conseil. Donc aujourd'hui, Carole, on va parler de gros sous. on va parler de la chasse au financement. Donc je pense que c'est quelque chose qui intéresse la plupart de nos clients. Et même s'ils ont des budgets, parfois, ils pourront trouver des informations nouvelles, puisqu'on a essayé de couvrir vraiment quelque chose de très large, à la fois sur la manière de préparer son dossier et sur la recherche des aides publiques et du financement. Donc on commence par la décomposition de ce budget. Donc effectivement, partir sur une demande de financement, c'est se préparer. Donc on ne va pas faire un focus sur ces éléments-là, on va vous parler surtout des aides qu'on peut aller chercher. Par contre, c'est bien de savoir comment se préparer pour ce travail de manière à être
si possible dans les meilleures conditions, d'obtenir ces aides. Donc, sur la question du budget, vous pourrez vous y référer éventuellement, il est extrêmement détaillé. Là, ce que je voulais simplement évoquer, c'est que dans le budget, il existe des éléments qui sont fixes, c'est-à-dire tous les devis qui sont réalisés pour l'étude préalable, le design, donc la partie qu'on voit ici, suivi, développement, qualité recette, c'est incontournable et il faut le prendre en compte. Mais souvent, l'étude s'arrête là et on oublie qu'une fois le développement terminé, il y a une phase de communication. On est parfois dans des applications B2C qui s'adressent au grand public et ça nécessite des efforts considérables de communication, parfois même plus que le budget fixe pour développer l'application. Donc attention à ne pas oublier cet aspect donc sur la communication, faire connaître son application et la faire télécharger aussi. Et puis il y a un budget qui lui aussi est parfois oublié et quand on monte un business plan, c'est absolument nécessaire d'envisager des coûts récurrents. Donc là, je vous l'ai décrit en détail. On a besoin de mettre à jour souvent les contenus des applications qui ne sont plus d'actualité après 1 an, 6 mois, parfois moins. On a besoin d'héberger une application, donc qu'elle soit sur des serveurs et de préférence en Europe. On a aussi sur des applications des évolutions, des correctifs qui sont couverts par une tierce maintenance applicative. Donc là, on est sur des coûts qui sont environ de 10% de la charge initiale fixe, on va dire. Si l'application est dotée d'un serveur, on va avoir la maintenance du serveur à envisager. Et puis, bien sûr, on va avoir des versions. On peut se fixer de sortir des versions régulièrement, tous les 2-3 mois. Donc, quand je fais mon business plan, quand je fais ma décomposition budgétaire, bien penser à ces 3 éléments. J'avance un petit peu. Donc, le business plan, on va passer très vite. Je pense qu'il existe des formats un petit peu sur Internet de business plan. Je vais attendre qu'ils se mettent en place. Voilà. Donc, lorsqu'on fait son business plan, on a besoin d'évaluer. D'une part, donc, on a constitué son budget. On a besoin d'évaluer par rapport à un budget donné, comment je vais compenser ce budget, tout simplement. Et donc, à quel moment je pourrais estimer avoir remboursé et commencer à gagner de l'argent. Donc, l'idée, c'est de commencer par lister les sources de revenus qu'on va envisager par rapport à ce budget. Donc là, on parle de choses assez classiques. Je peux vendre l'application. Il peut y avoir des achats in-app, comme on dit, dans certaines applications. On va pouvoir avoir une application qui est gratuite à la base et pour avoir des versions un petit peu plus sophistiquées ou des améliorations de l'application, on achètera des modules. Et donc, ça, ce sont des revenus. On a des avantages qui sont non financiers. Donc, ces avantages portent sur la notoriété de la marque. On peut avoir des gains de temps importants. Ou alors, on peut proposer de nouveaux services à nos clients, ce qui est un point également à prendre en compte dans des retours sur investissement, on va dire, non directement financiers. Ce que je recommande aussi, lorsqu'on fait un retour sur investissement, c'est d'avoir plusieurs scénarios. Donc, au minimum, je dirais 3, à savoir un scénario bas, un scénario moyen, classique, qui est celui qu'on va essayer probablement de suivre dans un premier temps. Et puis, quand on présente à des investisseurs, par exemple, c'est bien d'avoir un scénario positif, optimiste, donc qu'on appellera le scénario fort. Ensuite, on a besoin donc d'estimer le point d'équilibre, c'est-à-dire que ça peut être en nombre de ventes, par exemple, combien j'ai besoin de vendre l'application ou combien j'ai besoin d'utilisateurs en interne pour estimer que mon application devient utile et rentable. Et puis, on se fixe des objectifs de profitabilité. Là, c'est plutôt temporel. Alors, j'ai vu des business plans qui donnaient une date de profitabilité. Je crois qu'il ne faut pas aller si loin que ça en termes de détails, mais je dirais un objectif en trimestre ou semestre, premier semestre 2023 par exemple ou 2024. Et là, on est sur des choses qui sont cohérentes.
J'avance donc sur le business plan, je vais aller très vite parce que c'est quelque chose sur lequel on aurait pu faire quasiment un webinaire entier, hein. C'est un sujet qui est très vaste. Il existe de nombreuses trames de business plan en ligne. Qui sont en plus dédiés à des métiers, donc n'hésitez pas à vous appuyer sur ce type d'outils, de templates pour constituer et préparer votre business plan. Ce que je dirais, c'est que de toute façon, vous n'y échapperez pas. Quel que soit le type de partenaire qui financera, vous devrez présenter ce type d'outils, ce type de document pour pouvoir le convaincre. C'est bien d'avoir un document complet, c'est bien d'avoir aussi un document simplifié pour des entretiens un petit peu plus informels, rapides. Et c'est bien aussi d'avoir au préalable confronté son business plan à un professionnel pour savoir si tout est cohérent et si toutes les questions ont bien été abordées dans le business plan. Donc là, je passe assez vite sur cet aspect pour vous parler vraiment maintenant du financement une fois que vous avez préparé votre projet. Donc, parmi les solutions, on va démarrer de la plus basique, la plus proche, avec une possibilité qui est d'aller chercher des ressources internes. On est dans une entreprise ou même une start-up où on a un projet à 2, à 3 de création d'entreprise. Donc, il faut bien évaluer les ressources qu'on a en interne, donc savoir si à nous 2 ou à nous 3, on est capable de couvrir la totalité du projet. Donc, quelles sont les ressources à ma disposition? Quel est le rôle de chacun? Est-ce que je couvre l'ensemble du besoin? Quel rôle je suis capable personnellement d'assumer dans la mise en place du projet? Et quelles sont les ressources qui ne seront pas des ressources internes? Mais déjà, bien connaître les ressources internes, c'est garantir un résultat plutôt positif. Ne pas se révéler. Oui, pardon, Carole. Oui. Pardon. Si justement je n'ai pas de ressources internes, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? Alors, les ressources internes absentes, ben, on va devoir nécessairement les combler par de l'outsourcing. Donc, on va aller chercher justement là où les compétences. Et il y a plusieurs façons d'aller chercher ces compétences. Soit de les internaliser, on va voir que c'est une des suggestions que je fais. Donc, on recrute tout simplement. Ou alors, on s'adresse à un Flexis, par exemple, on s'adresse à une entreprise de services numériques et qui va nous dire, voilà, je vais me charger uniquement de la partie dont vous avez besoin. Voilà. La surévaluation, donc pour finir des ressources internes, bah là c'est assez classique, hein. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent tout faire, y compris sur souvent la maîtrise d'ouvrage, qui est une partie quand même importante. On fait développer par une entreprise. La maîtrise d'ouvrage, c'est un métier malgré tout, et surtout ça nécessite pas mal de temps. C'est-à-dire, je dois contrôler toutes les semaines ou tous les 15 jours que ce qu'on me livre correspond à mes attentes. Ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est compliqué. Et de la même manière, la rédaction du cahier des charges, souvent, on pense que les compétences sont en interne, on peut le faire, et puis on voit des cahiers des charges qui sont pas toujours suffisamment complet. Il vaut mieux mettre aussi au budget et trouver un financement pour tout ça. Je rebondis sur ce que tu dis, Philippe. Effectivement, dans le développement des applications ou même de tout projet numérique, il ne faut pas négliger l'aspect qualitatif dans la préparation du projet et également dans la vérification de la qualité du projet. Donc, ce sont des postes qui restent important de manière à fournir une application ou une plateforme de qualité. Donc, à bien prendre en compte dès le début de son projet. Et c'est très rare qu'on ait en interne, en tout cas quand on démarre un projet, un responsable qualité à domicile, quoi. Ça, c'est pas très courant, on va dire. Donc, bah voilà, j'arrive justement au sujet que tu évoquais, Carole, l'embauche. On peut effectivement, en fonction du coût, on a évalué le budget, on a vu ce que ça représentait. C'est un coût qui peut justifier éventuellement une embauche. Donc là, on se situe dans un autre type d'investissement, mais il y a aussi des aides pour ça, on va le voir. Et donc le coût initial, il peut être en fonction donc, de la durée du projet, ça peut être une embauche pour un CDD, CDI, enfin peu importe, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une ressource dédiée ou mutualisée, donc partagée avec une autre entreprise, peut être la meilleure option dans certains cas.
On a aussi, et nous on a ici au sein d'Inflexis régulièrement des étudiants qui ont vocation à rester au sein de l'entreprise, mais vous pouvez ponctuellement, pour la première phase du projet ou pour le suivi, on ne le recommande pas trop, mais enfin plutôt pour des phases de constitution de dossier, utiliser des stagiaires. On a une formule qui est très intéressante, qui est l'alternance, puisque ça porte sur une longue période. Une alternance, bien souvent, c'est 1 an, 2 ans, voire 3 ans de présence au sein de l'entreprise. Il y a des partenariats universitaires avec des sections de recherche qui sont proposées. Donc là, voir effectivement les universités régionales, si elles proposent ce type de partenariat, et pour le projet que vous avez en vue. Et puis des doctorants. Donc là, c'est aussi des partenariats universitaires, mais un peu spécifiques, avec des gens qui font des études longues et qui peuvent avoir un projet personnel de thèse en accord, en résonance avec votre projet. Donc à étudier aussi. Et au-delà on doit aussi terminer, on peut se trouver dans une entreprise quand même de taille moyenne ou un grand compte, comme on dit. Et dans ces cas-là, bon, il y a beaucoup de gens en interne. On a besoin de savoir comment aller chercher en interne des sponsors. Alors, le sponsor, c'est un service qui n'est pas mon service, que je vais aller solliciter, qui peut me proposer soit des ressources, soit des budgets. Donc, l'important, ça va être de pouvoir intéresser ce service avec la constitution de mon dossier initial, et ils vont devoir être effectivement concernés directement par le retour sur investissement. Il faut qu'ils y trouvent leur compte, c'est-à-dire des gains de temps, des économies d'échelle à tout niveau, RH, etc. Donc on peut aller voir le service comptabilité, le service maintenance, pour essayer de les embarquer avec nous dans le projet qu'on a en vue. Donc, tous ces éléments peuvent vous financer en partie votre projet. Alors Philippe, si je comprends, j'ai un projet d'application mobile, donc je réalise un business plan dans lequel j'intègre les différentes phases du projet et un retour sur investissement. C'est ça. Okay. Je regarde quelles sont les ressources que j'ai en interne, et je démarche des sponsors. Mais alors, où est-ce que je vais trouver de l'argent pour pouvoir financer mon application? Bah, disons que le budget, le sponsor, c'est un service. Donc le service, il a un budget de fonctionnement, il a un budget d'investissement et un budget de fonctionnement. Donc le budget d'investissement va permettre de faire le travail de développement, le développement de l'application. Les budgets de fonctionnement vont permettre de payer justement le récurrent. Et ce qui va l'intéresser lui, c'est que je lui annonce que avec la mise en place de mon projet, il va gagner 40% sur ses temps de déplacement, par exemple, de ses techniciens pour un service de maintenance. Voilà un exemple de ce qu'on peut trouver. Donc le budget, c'est le budget du service qui va permettre de payer tout ou une partie du projet que j'achète auprès d'une entreprise tierce, ou alors que je finance avec les équipes DSI, mais qui me demandent en retour, si je leur prends des ressources, bah de financer par un budget interne. Est-ce que moi, je peux utiliser mes ressources personnelles les ressources personnelles, c'est-à-dire oui, enfin l'argent, comment dire, les économies qu'on a. Tout à fait. Alors, on va y venir juste après, effectivement. C'est la première, on va dire, la première source, en tout cas pour des créateurs d'entreprise. Quand une personne qui est dans un grand compte, voilà, c'est plus rare qu'on doive investir son argent personnel, sauf si on décide de devenir acteur, sous-traitant, pourquoi pas, de son entreprise actuelle. Donc, effectivement, les ressources personnelles, il faut aussi aller les chercher quand on a un projet, mais plutôt des projets de création. Je crois même que tu m'as lancé le sujet suivant, puisque effectivement, ce qu'on a appelé nous le sujet Love Money, c'est la périphérie immédiate, donc les gens qui sont juste autour, et la première personne qui vous aime, c'est vous. Donc souvent, donc lors des démarrages de projet, la première mise de fonds, ça va être une mise de fonds
qui présente un risque, bien sûr, puisqu'on investit ses propres économies. Mais en tout cas, ça permet souvent de faire l'étude préalable. Donc là, on vise pas forcément la globalité du projet, mais l'étude préalable, la maquette, un prototype ou un POC, ce sont des choses qui peuvent souvent être financées par des économies personnelles. Voilà ce qu'on peut faire avec. Le développement, ça va nécessiter une deuxième phase de recherche d'investissement, et on va voir que les possibilités sont multiples. Alors, Carole, tu voulais peut-être savoir entre maquette, prototype, POC. Oui, c'est pas très clair. Je veux bien quand on en a parlé la dernière fois, tu m'as fait une remarque comme quoi je vais peut-être l'expliquer. Donc, sur la maquette, on est vraiment sur un travail de design, ce qu'on appelle des wireframes, un dessin grossier, mais qui explique le déroulement d'une application. Un prototype, c'est un peu plus, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le mettre en œuvre auprès d'un service, enfin, auprès d'une petite entité qui va se charger de voir si le prototype tient la route. Donc là, on vise plutôt de démontrer à des gens opérationnels si l'outil fonctionne bien, si techniquement il ne tombe pas en panne. Le POC, c'est un petit peu différent. C'est ce qu'on appelle un proof of concept. On est plus sur la démonstration économique, on va dire, du concept. Donc là, on va devoir développer la solution, la fonctionnalité centrale de notre application. Donc ça peut être un catalogue de vente sur mobile. Donc on va devoir au moins développer cette partie vente pour s'assurer qu'il y a bien une appétence des clients à partir d'un catalogue en ligne, par exemple. Donc on veut montrer que le concept économique tient la route et apportera le retour sur investissement attendu. Donc, voilà un petit peu les trois distinctions entre les premières études préalables, on va dire. Alors, autour de moi, il y a aussi la Love Money, c'est effectivement les gens en qui vous pouvez avoir confiance autour de vous. Donc là, conjoints, amis, famille, collègues, relations, tout le monde peut être concerné. Un exemple tout simple, vous avez certainement des parents qui ont un livret A ou ce type de placement qui est absolument, je ne vais pas dire obsolète, mais enfin 1,5% par an, c'est quelque chose, on sait tous, qui couvre à peine l'inflation. Si vous leur dites, vous m'accompagnez, vous me donnez 10 000 euros, dans 2 ans, je vous rends 11 000 euros, ils auront fait 10% de plus-value sur 2 ans, et voilà, c'est des choses qui marchent à la confiance, bien sûr, puisqu'on est avec des relations très proches, mais malgré tout, c'est pas non plus quelque chose qu'il faut négliger, parce que dans ce que je vous ai expliqué, tout le monde est gagnant, la famille, enfin la personne qui a aidé, et puis vous-même, vous n'avez pas besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs, ou ça peut être un complément pour aller chercher de l'argent ailleurs. Ça peut vous permettre de faire l'étude préalable pour justifier des aides supplémentaires. Donc, il faut faire cette évaluation aussi au tout début, savoir si on peut investir soi-même et ses proches sur un projet. Ensuite, donc, on va parler des banquiers. C'est pas pareil du tout que la Love Money. Le banquier, a priori, n'est pas quelqu'un qui vous connaît. Et donc, bien au contraire, là, il y a une difficulté. C'est que, alors je l'ai exprimé dans une petite maxime que tout le monde connaît peut-être, les banques prêtent de l'argent, mais uniquement à ceux qui peuvent prouver qu'ils n'en ont pas besoin. Ça, c'est la dialectique utilisée dans le monde de la banque. Vous devez fournir tellement d'éléments pour justifier d'un prêt aujourd'hui que on peut imaginer que finalement cet argent, est-ce que vous en avez vraiment besoin parce que vous apportez tellement de garanties que vous pourriez effectivement peut-être vous débrouiller tout seul. Donc vous allez avoir des cautions, des hypothèques, donc une prise de risque bien entendu personnelle très très forte. En plus, vous faites appel à des conseillers. Malheureusement, c'est peut-être pas 100% des cas, mais j'ai vu des conseillers effectivement qui ne savaient pas forcément à quoi
on s'attaque lorsqu'on fait un projet digital. Donc, il y a une très grosse réticence. En plus, c'est des dossiers qui sont signés probablement ailleurs, c'est-à-dire que eux montent le dossier, l'envoient, ils ont un retour, c'est très impersonnel. Bon, sur la banque, alors il y a des taux attractifs en ce moment, mais je dirais que c'est relativement compliqué si c'est uniquement un projet de développement. En revanche, ça peut être intéressant si c'est un projet plus global, création d'entreprise, reprise d'entreprise, rachat d'un fonds de commerce, avec en plus un volet de développement informatique. Alors Philippe, Quentin a rebondi sur la Love Money. Effectivement, donc Quentin indique qu'il faut aussi prévenir son entourage le risque que l'argent soit perdu pour éviter de créer des conflits en interne si le projet n'aboutit pas ou les résultats ne sont pas à hauteur du rendez-vous ou de l'investissement. D'accord, c'est Quentin, c'est ça qui nous fait cette remarque. Oui, effectivement, Quentin, c'est une très très bonne remarque parce que dans la Love Money, la difficulté c'est que généralement il n'y a pas de contrat, ou alors, enfin bon, c'est très rare, je pense, on n'établit pas de contrat avec sa famille. Il y a des dispositifs qui facilitent justement parfois le prêt d'argent à ses enfants ou ses petits-enfants, mais bon, c'est pas quelque chose qui est très très formel. En revanche, je vais parler d'un dispositif juste après qui peut se fondre avec cette Love Money, c'est le crowdfunding. C'est-à-dire je dépose en ligne une demande de levée de fonds, on va dire, et là, les gens qui m'entourent, souvent les proches, peuvent abonder, donc apporter leur aide en crowdfunding. Et là, on est dans un cadre tout à fait juridique, rassurant pour tout le monde, et ça répond probablement à ta question. Donc voilà, on va parler un petit peu du crowdfunding et des sites qui sont des sites maintenant un petit peu connus et sécurisants, on va dire. Alors, voilà, donc le crowdfunding. Donc le crowdfunding, rapidement, c'est l'équivalent d'une levée de fonds auprès de fonds financiers, mais c'est quelque chose qui est pratiqué sur Internet pour des sommes souvent inférieures à des levées de fonds et qui s'appuie à la fois sur ma communauté proche, on va dire les gens avec qui j'interagis sur les réseaux sociaux. Ça peut être ma famille, on en parlait tout à l'heure. Et donc, je vais pouvoir déposer mon projet en ligne. Il faut que tous les éléments, justement, business plan, etc., soient très rigoureux. Il faut donner envie. Et il y a deux choses qui sont mises en avant. C'est le projet par lui-même, bien sûr. Il y a beaucoup de crowdfunding qui portent sur des produits. Donc là, les gens ont envie de voir ce produit sortir. Des applications, bien entendu, très souvent. Et parfois, on va aussi faire bénéficier les gens qui participent au crowdfunding en leur envoyant des avantages, des bêta-versions des logiciels. Et donc, en les incitant, on fait de l'incentive sur la partie crowdfunding. Et surtout, donc, comme c'est indiqué, les transactions vont être sécurisées par la plateforme. Donc, les plateformes, il faut les choisir parfois en fonction de son affinité, le feeling qu'on a dessus, mais elles ont des différences. Elles peuvent être thématiques sur le secteur. Donc là, on parle de développement informatique. Donc il y a des plateformes comme Ulule, je dirais, qui est quand même aussi plus jeune, mais qui propose des développements informatiques en crowdfunding. Il faut voir aussi quel est le ticket d'entrée, la rémunération qui est pratiquée. Il y en a qui sont aussi tournés vers des projets solidaires. Donc voilà, c'est des thématiques, on va dire des contraintes à l'entrée. Et puis après les valeurs, je les ai données. Voilà, les frais. Pour un crowdfunding classique, les frais de la plateforme tournent autour de 5%. Donc vous levez 100 000 euros, vous avez 95 000 euros dans votre poche à la fin du projet. Les objectifs sont fixes ou flexibles, c'est-à-dire que je peux être obligé de lever mes 100 000 euros avant de pouvoir effectivement les percevoir. C'est-à-dire si j'arrive à 90 000, mon projet n'est pas viable, tout le monde est remboursé.
il y a des plateformes qui proposent également, ou non, un accompagnement. Donc là, l'accompagnement, c'est un accompagnement dans la conduite du projet. Une fois que vous avez levé les fonds, ils vont vous dire comment l'utiliser, vous accompagner au quotidien. Ça peut être une création d'entreprise, ça peut être un outil de production. Et ils ont le recul, ils ont monté déjà X projets et ils proposent un petit accompagnement. Je pense que c'est très intéressant dans le cadre d'une création d'entreprise. Et alors aussi un point qui est très très intéressant, et là il faut que vous regardiez les plateformes. Sur certains projets, alors je pense en particulier, moi j'avais vu des projets d'assurance, mais c'est vrai aussi sur des projets qui tournent autour de la green economy, silver economy, etc. Lorsque votre projet porte sur certaines thématiques, donc prenons le cas de la silver economy, je m'intéresse à un collier qui va rassurer les personnes âgées, etc. Vous avez une levée de fonds de 50 000 en crowdfunding, et vous avez un établissement, ça peut être une mutuelle, une compagnie d'assurance, qui va également vous abonder donc de 50 000 euros supplémentaires. Donc vous avez au total un prêt pour 100 000 euros grâce à cet abondement supplémentaire. Donc là, à surveiller, mais ça peut être très très intéressant dans le cadre du crowdfunding. Et là, on a effectivement quelques exemples. Alors, on peut effectivement avoir une condition de réussite variable. Donc, à vous de la fixer. Mais si vous fixez un objectif de 100 000, vous pouvez très bien arriver à débloquer les fonds en disant, moi, à 50 000, je considère que j'ai atteint quand même une part de mon objectif et je me lance. Donc, regardez si vous pouvez vous-même faire varier, moduler les conditions de réussite. Parce que c'est quand même dommage de se planter parce qu'on arrive à 95% et qu'on avait un peu surévalué la demande crowdfunding. Et puis après, il faut aller courir pour trouver les 10 000 euros à côté sur une autre forme de prêt, on va dire. Philippe, Rémi te pose une question. Est-ce que l'abondement est à rembourser? Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, j'utiliserai, lorsque c'est le cas et que c'est gratuit, le terme qu'on utilise, c'est subvention. Une subvention, c'est effectivement quelque chose qui est accordé à titre gratuit, donc on n'a pas à rembourser une subvention. En revanche, dans le crowdfunding, on est sur un prêt. Donc c'est un prêt avec un taux, on va dire faible, hein, puisqu'il est d'environ de 5%, mais je dois rembourser cet argent. Et quand on dit abondement, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque je fais un prêt de 50 000 euros, AG2R, la mondiale par exemple, va me proposer 50 000 euros de prêt supplémentaires sur mon projet, mais sous exactement les mêmes conditions, dans les mêmes conditions que le prêt obtenu avec tous les différents acteurs, puisque généralement dans un crowdfunding, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui participent au projet. Donc la réponse est oui. Désolé. Subvention, ça aurait été effectivement une très très bonne nouvelle, mais bon, c'est déjà quand même intéressant. Alors, en préparant ce meet-up, tu m'avais parlé d'équipement as a service. Alors, c'est quelque chose qui est peu connu. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, effectivement, c'est probablement le dispositif qui est le moins connu. Parce que, pour une raison très simple, c'est que l'équipement as a service, c'est une prestation qui est souvent proposée aux entreprises qui pratiquent le développement. C'est-à-dire, ils vont voir des entreprises qui font du développement et ils disent, si vous trouvez un client, proposez-lui l'équipement as a service. Ils ont ce mode de commercialisation. Donc, c'est quoi l'équipement as a service? C'est de la location-vente, tout simplement, qui a démarré avec des ventes de parcs matériels. Ça peut être des parcs de véhicules, des parcs immobiliers, de l'informatique, bien sûr, des ordinateurs. Et puis, petit à petit, donc, l'offre logicielle, elle était inséparable. Donc, on a ajouté derrière parc matériel, parc logiciel. Et donc, commençant à financer des biens immatériels, ils ont dit pourquoi pas se positionner sur du développement applicatif. Alors, l'offre, même au niveau des commerciaux, tous ne la maîtrisent pas forcément très très bien dans ce sens-là. Mais j'ai moi contacté personnellement pour vérifier si c'était envisageable 2 sociétés que vous voyez ici, All-in et Locam, qui savent faire ce type de financement.
Et bien souvent, ils le proposent, donc comme je vous l'ai dit, à l'entreprise, à l'ES, l'entreprise de services numériques. En revanche, ils n'ont pas forcément d'action vers des gens, des porteurs de projets, pour leur dire, bah, votre projet de 100 000 euros, moi je suis capable de vous le financer en location-vente. C'est-à-dire, on paye le développement de 100 000 à la société de développement et vous nous remboursez sous une forme locative qui peut être de 2-3 ans. Donc ça ressemble quand même un petit peu à un prêt d'honneur ou un prêt traditionnel. Donc voilà le principe de l'équipement as a service. Et il faut aller les solliciter parce que voilà, naturellement, ils ne viendront pas forcément vous chercher pour financer vos projets. Ok, très bien. Alors, concernant les dispositifs d'aide à l'innovation, il y en a beaucoup, surtout actuellement en cette période de relance. Est-ce que tu peux nous les présenter? Ah, alors, nous avons une question. Donc, Sam nous demande, concernant le financement des biens immatériels, est-ce qu'on a des exemples? Le financement des biens immatériels, là on revient sur la location-vente? Oui, je pense que c'est sur ce sujet. Alors des exemples, oui, tout à fait. On a eu une demande. Alors, ça comportait du matériel et de l'immatériel, c'est-à-dire que c'était des tablettes, on va dire pour le secteur de la logistique. Donc, on peut parler du transport aérien en l'occurrence, la mise à disposition de tablettes et du logiciel correspondant. C'est-à-dire que nous n'étions pas fournisseurs de la tablette, bien entendu, on ne vend pas le matériel. En revanche, on vendait le contenu, le logiciel. Et donc, dans ce cadre-là, la société Locam a proposé de prendre en charge le coût de l'ensemble. Donc là, voilà, typiquement, le logiciel a été financé donc à hauteur de, c'était pas loin de 200 000 euros en l'occurrence, c'était quand même un projet assez ambitieux. Et donc l'idée c'était que le client puisse rembourser au fur et à mesure de sa croissance, des rentrées d'argent, de son chiffre d'affaires. Et alors en revanche, il faut admettre que les taux sont quand même relativement, c'est-à-dire on n'est pas sur des prêts d'honneur. Un prêt d'honneur, c'est 0%. Hein, bon, je pense que tout le monde connaît le terme. Locam, All-in ne vont pas pouvoir pratiquer des taux très bas. C'est souvent même un peu plus cher que le taux du marché bancaire, on va dire. C'est peut-être un petit peu l'inconvénient de la solution. Et il faut aussi également montrer des garanties, un dossier avec un business plan. Il y a beaucoup de justificatifs à fournir. Et Sam nous demande s'il souhaite passer par nous, est-ce que l'on propose ce genre de financement? Alors, on propose tout à fait, c'est-à-dire qu'on peut demain, enfin nous, ces sociétés, pardon, nous consultent, enfin viennent nous démarcher, pardon. Elles viennent nous démarcher parce qu'elles disent voilà, vous pouvez à tout moment trouver un client qui ne pourra pas faire l'investissement par manque de moyens, par manque de budget, etc. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous consulter. Donc, on n'aura pas de rôle, on ne sera pas nous clients de All-in ou de Locam. En revanche, on met en relation le porteur de projet avec une de ces sociétés et on a déjà, un petit peu codifié, clarifié le mode de fonctionnement. Ils savent à peu près ce qu'ils sont en capacité de proposer aux clients. On a déjà un petit peu dégrossi le sujet. Donc, la réponse est oui. Enfin, la mise en relation, elle peut se faire grâce à nous. Voilà. Donc, je reviens au dispositif d'aide. Donc, effectivement, Carole, tu disais beaucoup. Alors, beaucoup, c'est un euphémisme, j'ai envie de dire. C'est un labyrinthe. Les aides, et je termine par le sujet vraiment le plus touffu. Les aides, pour vous donner un exemple, donc au niveau de Nouvelle-Aquitaine, là où se trouve l'entreprise Inflexis, on a plus de 300 dispositifs régionaux d'aide à l'innovation différents.
Donc, effectivement, la difficulté, je pense que si on est là aujourd'hui et si vous êtes là aussi pour poser des questions, c'est parce que vous avez pu peut-être consulter ces aides. La difficulté, c'est de trouver celle qui va le mieux correspondre à mon besoin. Et il faut pour cela que je trie parmi les dispositifs régionaux, les dispositifs nationaux. Donc les montants portaient sur 200 millions d'euros, montant alloué à BPI France en 2020. L'annonce qui est faite pour alors j'ai marqué 2020, mais enfin bon, l'annonce qui a été faite en 2020 par Bruno Le Maire, c'est 10 milliards d'euros pour un grand plan de relance de l'innovation. Combien va aller aux aides? Une bonne partie. On vient d'entendre ce matin même des aides européennes qui seront de l'ordre de 47 milliards, je ne me souviens plus du chiffre exact, qui vont être lâchés dans la nature pour la relance de l'économie. Il y aura forcément une partie de ces milliards qui vont tomber dans l'escarcelle de l'innovation. Donc là, je dirais que la conférence tombe bien. C'est vraiment le moment de regarder les dispositifs, les appels à projets, tout ce qui se passe, parce que il va y avoir des possibilités de création d'entreprises, des possibilités d'innovation dans tous les domaines. Alors, on en est quasiment certain. Donc, aide nationale, aide régionale. Ah oui, Carole, tu m'avais demandé hier de donner des exemples à ce niveau-là, de retrouver juste quelques exemples. Après, on va rentrer dans le détail, hein, je vous rassure, sur les aides. Par exemple, une aide nationale, il y en a une qui s'appelle Pré-Innovation BPI France. Voilà, ça, c'est une aide qui est nationale. Alors, une aide, micro-aide régionale, je vous la cite in extenso, hein, vous allez voir à quoi ça peut ressembler. Appel à projet biomédicaments, virgule, améliorer les rendements et maîtriser les coûts de production. Voilà, si vous partez sur un sujet tel que celui-là, que vous développez une application, vous pouvez aller chercher une aide régionale spécifique avec des caractéristiques en durée, montant et couverture du besoin. Voilà. Donc, on va en regarder de toute façon en détail quelques-unes, pas les 300, hein, sinon on y passe la journée ensemble, mais autrement, oui, enfin, on va regarder peut-être les plus significatives. Pour compléter ce que tu dis, Philippe, concernant le grand plan de relance, un site internet .gouv est disponible où tous les projets, tous les appels à projets sont recensés. Donc n'hésitez pas à consulter ce site qui est mis à jour régulièrement et qui recense effectivement les projets qui sont financés en ces temps et notamment sur la transformation numérique. Oui, je dirais même qu'il faut les consulter régulièrement parce que la loi change quasiment tous les ans. C'est vraiment quelque chose qui est à suivre de près parce que il faut faire une veille sur ces projets d'aide parce que ils varient, les conditions d'accessibilité varient. Enfin, il faut vraiment mener une surveillance, une veille très très régulière pour s'informer sur ces sujets. Alors, deux critères. Donc, je vous propose deux questions à vous poser tout de suite pour savoir dans quelle catégorie d'aide vous allez chercher. La première, c'est à gauche, je suis plutôt une start-up. J'ai un projet, mais qui doit voir le jour, avec un financement obligatoire. J'ai quelques associés, j'ai une idée de ce que je veux faire. Là, je vais m'orienter vers des aides à la première embauche, à la création d'une entreprise, une jeune entreprise innovante. Donc, il faut monter un dossier également. Toutes les aides à l'innovation, des partenariats pour lancer la R&D, pour créer le produit, l'application qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché, pour être hébergé par une pépinière avec des loyers attractifs et de l'accompagnement, pour avoir des aides financières à l'innovation et des aides aussi qui vous permettent d'évaluer la faisabilité. On en parlait tout à l'heure, le prototypage, etc., pour s'assurer qu'on part dans la bonne direction. Donc ça, je le range dans la catégorie des aides start-up. Transition numérique, de l'autre côté, à droite, on est plus sur des entreprises installées, peut-être en retard sur certains domaines digitaux, ou alors qui projettent de lancer un projet ambitieux d'innovation. Donc, dans ce cas-là, je vais chercher des investisseurs. Je peux solliciter des aides à la transformation numérique.
Bon, moi, j'aime bien le terme transformation, mais je préfère le terme transition. Mais bon, chacun c'est la même aide, hein, de toute façon, ça ne change rien. Je vais pouvoir m'orienter vers une levée de fonds classique. Donc là, on est face à des entreprises qui gèrent des fonds de placement. Je vais me tourner vers l'international et j'ai des aides qui sont spécifiques pour cela également. Je peux simplement vouloir placer mon argent. Donc là, on est sur des fonds communs de placement. FCPI, Fonds commun de placement innovation. Et puis le CIR, c'est le crédit impôt recherche qui me permet de déduire, enfin de faire des investissements et de déduire de mes impôts une partie du budget. Voilà, donc là, j'ai scindé pour que chacun y trouve finalement son compte. Déjà, où est-ce qu'on peut orienter son choix. Et puis, il y a un deuxième, on va dire un deuxième tri qui se fait, c'est où en est mon projet. Est-ce que voilà, je viens de planter la petite graine, je suis vraiment au concept et je vais chercher des aides pour démarrer. Donc, on en a déjà un petit peu parlé, et puis je vous donnerai après les dispositifs vraiment que vous irez chercher. Donc là, c'est des budgets, moi, que je donne en moyenne. Hein, vraiment, c'est pas, ça peut dépendre, ça peut être des concepts industriels très complexes, mais enfin bon, disons que c'est des aides qui sont aux environs de 3 000 euros, 3K. Si je veux réaliser un POC, je vais quand même devoir faire du développement, mener une recherche en design, etc. On est sur une aide en moyenne de 15K. Et puis après, je passe sur du développement. C'est pas le même montant que je vais aller chercher au niveau des aides. Donc, voilà, ça c'est pour vous donner quelques éléments de positionnement sur les montants qu'on va chercher. Donc, dans le concept, ah oui, on vous donne le détail. Dans la partie 1, je vais devoir essayer de financer le conseil, la faisabilité, l'accompagnement et le design. Dans l'étape numéro 2, je vais pouvoir réaliser des maquettes, donc rentrer plus en détail dans le design, faire mon prototype, trouver des bêta-testeurs et trouver des cohortes d'utilisateurs, parfois en particulier dans le domaine de la santé, où un POC n'a de valeur que s'il a été évalué auprès de personnes malades ou visées par le dispositif. Et puis, il y a les fonds d'amorçage, donc les premières levées de fonds, on va dire. Dans la troisième partie, vous êtes en développement, vous cherchez à payer la maîtrise d'ouvrage, le codage, la maîtrise d'œuvre. Vous cherchez à payer également les tests utilisateurs, puisque là, on sort une application, on a besoin de se confronter au public. Vous cherchez des fonds de développement, vous cherchez des levées de fonds beaucoup plus importantes pour développer une V2, un produit à l'international, etc. Et vous financez aussi la phase de lancement de votre produit. Donc, voilà ce qui justifie effectivement des montants beaucoup plus significatifs. Et ah oui, je fais une petite parenthèse à cet endroit-là. Attention aux besoins que vous aurez besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire que concernant les aides, il y a on va dire une tendance à penser, bah voilà, j'ai une aide, elle arrive et avec je finance. Pas du tout. Généralement, ça se passe pas exactement comme ça. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit timeline, comme on dit, enfin ce petit planning. Comment se débloquent les fonds. En règle générale, bon, je dirais que c'est 80% des fonds qui sont débloqués de cette façon. Vous obtenez votre aide, c'est-à-dire vous montez votre dossier et on vous accorde l'aide. Vous lancez le projet correspondant, vous allez devoir payer la compte aux fournisseurs, donc là vous faites l'investissement, si c'est en interne, vous sollicitez les ressources en interne. La solution va être développée, à ce moment-là vous devez régler le solde, en tout cas l'investissement est définitif. Vous devez produire les factures ou l'ensemble des justificatifs pour montrer que vous avez développé la solution. Il y a un traitement du dossier, un accord sur les factures, et à partir de ce moment-là, en facturation, vous vous retrouvez encore avec des délais parfois considérables pour le versement des aides. Donc ne croyez pas que vous allez avoir les 100 000 euros et que vous les dépensez à votre convenance. Vous devez dépenser 100 000 euros. Et ensuite, on va vous rembourser 70 000, 50 000 selon le type d'accord qui est passé. Donc, il faut avoir
les reins solides pour couvrir l'ensemble de ce cycle et donc aussi savoir que ce cycle, dans certains cas, il est assez court, quelques mois, on va dire, mais il peut aussi parfois dépasser une année. Donc, ça s'est vu. Enfin, on me l'a déjà dit. Voilà, ça fait maintenant 1 an que j'ai fait l'investissement de départ. J'attends encore, bien que j'ai tout signé, les papiers, j'attends encore que les fonds me soient versés. Donc, attention à ça. Voilà, ces aides, elles ne sont pas débloquées dans la phase 1. Alors, ici, une petite suggestion. Pensez à mixer les différents supports de financement. Bon, vous allez me dire, c'est évident, mais pourtant, certains se contentent de dire, bah, tiens, je vais faire seulement un prêt d'honneur ou seulement un crowdfunding. Bon, bah, si le crowdfunding, il fait 50 000, vous avez besoin de 100 000, bah, il faut mixer les différents supports. Et surtout, ces supports agissent parfois avec des effets dominos. Effet domino, je voulais vous donner un exemple. Hein. Vous obtenez un prêt d'honneur auprès d'une association qui s'appelle le Réseau Entreprendre. Elle étudie votre dossier, elle vous prête 10 000 euros. Ces 10 000 euros, si vous n'êtes pas en capacité de les rembourser, il faut qu'ils soient garantis. Et vous avez donc la chance d'avoir BPI France qui vous dit, ben voilà, si vous rencontrez une difficulté, nous, on s'engage à garantir le prêt auprès du réseau Entreprendre. Donc, le réseau Entreprendre est d'autant plus rassuré. Il va pouvoir vous prêter les 10 000 euros, sachant que derrière, vous avez un établissement public reconnu qui garantira le versement restant ou le versement de la totalité si jamais vous n'êtes plus en capacité de faire face. Deuxième exemple, un prêt d'honneur BPI France. Ça, je l'ai connu personnellement, parce que j'avais créé une entité qui avait sollicité BPI France. On a eu un prêt d'honneur de la région par BPI France, d'un montant, je peux vous le dire, enfin, c'était 30 000 euros à l'époque. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait derrière une sollicitation qui était faite auprès de la région directement, et là, je pense que ça va faire plaisir, je crois que c'est Rémi ou Quentin qui m'avait questionné tout à l'heure. La deuxième, on va dire, aide qui est arrivée, c'était une subvention. Donc, j'ai obtenu un prêt de 30 000 euros et derrière, la région m'a accordé 30 000 euros de subvention par ricochet pour suivre en fait la démarche de BPI France et financer notre projet. Donc là, voilà, typiquement un effet domino plutôt bienvenu, on va dire. Et puis, je terminerai avec ça. Vous encourager pour les démarches, puisqu'elles sont quand même relativement complexes, à commencer donc, par la liste à gauche. Donc à gauche, je vous cite les principaux sites, puisqu'il s'agit de sites web, hein, bien souvent, où vous allez retrouver un descriptif précis des aides que je ne peux pas malheureusement aujourd'hui quand même communiquer dans ma présentation. Presque dans l'ordre, je vous encourage à aller sur le site de BPI France. Vous allez sur le site de votre région et pour consulter, donc il y a 10 pôles régionaux, ils sont faciles à trouver. Hein. Sur le site de votre région, vous allez au niveau des aides à l'innovation, vous allez trouver très facilement des dispositifs. Parfois, ça se recoupe, mais parfois, il y a des choses nouvelles. Vous allez sur le site de la French Tech, vous allez sur le site des agences de développement et d'innovation. Vous avez des aides qui sont proposées par la CCI de votre région. Vous avez le site de l'Union européenne qui lance tous les appels à projets pour les fonds qu'on appelle fonds FEDER. Donc là, vous retrouvez aussi des aides qui sont très spécifiques et qui peuvent être parfois des aides, c'est-à-dire de coopération entre pays. Nous, dernièrement, on a un projet qui regroupe une demande de partage de projets entre la Suède et la France. Voilà, donc il faut que ce soit un projet franco-suédois et on s'est attelé à monter le dossier ensemble pour que le projet puisse émerger. Vous avez des aides qui sont propres à la création. J'ai une création. Je passe. Je ne sais pas. Il doit manquer un mot. Et vous avez la Caisse des dépôts qui propose un site qui est très bien fait, qui s'appelle BGE, Caisse des dépôts, pour
donc proposer aussi des aides spécifiques. Je crois que c'est ça en fait, c'est des aides à la création d'entreprises. Ah pardon, ouais, c'est ça. BGE et réseau entreprise sont des aides spécifiques pour les créateurs d'entreprises. Donc voilà, si vous consultez la Caisse des dépôts ou le réseau Entreprendre, ce seront des aides qui seront adossées à un projet de création d'entreprise. Voilà pour les sites recommandés par mes soins. Maintenant, je voulais vous parler de quelques dispositifs pour vous donner des éléments. Alors, Carole, j'ai des notes à lire. Peut-être que, Carole, tu peux me les citer pour que je te donne les principales caractéristiques que j'ai sous les yeux. Donc, on commence par... Tu les donnes dans l'ordre, par exemple, chaque transfert numérique? Oui, alors, chaque transfert numérique ADI. Alors, chaque transfert numérique ADI, donc ça concerne des projets usines du futur, Transfonum pour les PME, TPE. Vous avez un investissement, ils vont prendre en charge 30% de cet investissement cible et pour des montants inférieurs à 10K. La bourse French Tech et Émergence. Alors ça, c'est toujours la bourse French Tech dans les deux cas. Pour le projet bourse French Tech classique, financement de 60% de vos dépenses du projet à hauteur de 30K. Pour le projet émergent, c'est 70% de vos dépenses et jusqu'à 90K d'investissement. La prestation tremplin innovation de BPI. Alors oui, alors ça c'est très particulier. C'est BPI en région qui fait ça. Ils prennent en charge 50% d'un projet, mais il faut que ce soit conseillé par un de leurs prescripteurs. C'est-à-dire en interne, ils ont des gens qui jugent si le projet peut être suivi. Et également, il faut que ce soit en partenariat avec un centre de compétences agréé. Donc voilà, il y a des conditions. Et c'est pour 50% d'un projet sans dépasser 10K de valeur. Le management de l'innovation Magic de l'ADI. Ah, j'aime bien le nom. Hein. Le projet Magic. Alors, c'est pas si magique que ça en a l'air, mais par contre, c'est intéressant, c'est un peu différent. L'ADI propose une mise en œuvre d'actions et surtout tout le programme de suivi. C'est-à-dire qu'ils financent, eux, vraiment le suivi d'un projet, pas le développement. Et ils peuvent financer entre 7 et 10 jours d'accompagnement sur un projet, donc 10 jours de suivi. Le prototype numérique de l'ADI. Ah oui, alors c'est toujours l'ADI. Alors ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup de prototypes numériques pour plusieurs raisons. Il va permettre déjà de prendre en charge un prototype qui soit un prototype développé en interne ou en externe. Ça, c'est quand même remarquable. Je trouve que c'est quand même très, très intéressant. Et puis ensuite, vous allez voir que les types d'aides sont vraiment très attractifs. Il s'agit de subventions. Donc, ces subventions, elles sont accordées à hauteur de 50% du projet global pour des projets qui sont inférieurs à 400 000 euros, 400K. S'il s'agit uniquement d'une étude, l'étude du projet, donc la partie amont du projet, elle peut être financée à 70% et elle peut être financée à hauteur de 150K. Donc là, on est sur des prototypes numériques quand même costauds. C'est des prototypes qui peuvent être des gros prototypes industriels. Et c'est effectivement, alors beaucoup de demandes, peu d'élus, mais gros budget, on va dire. L'Inotech du réseau Entreprendre. Alors oui, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Réseau Entreprendre, j'ai créé une entreprise avec l'aide du Réseau Entreprendre. C'est une association de chefs d'entreprise qui sont là pour soutenir l'économie. Et ils ont donc aussi créé leur propre système d'aide. Alors cette aide, elle peut aller jusqu'à un budget de 15K. Alors, c'est un budget qui est très, très sollicité. Il faut dire que le réseau Entreprendre, ils ont tendance à essayer toujours de soutenir, c'est-à-dire qu'ils abordent les demandes de manière très positive. Et donc, automatiquement, il y a pas mal d'élus, là, pour le coup. Et je dirais qu'ils sont peut-être un petit peu moins stricts
sur les conditions de demande. C'est-à-dire si vous êtes vous-même déjà réseau entreprendre, que vous sollicitez l'Inotech et que vous couvrez tous les critères, il y a de fortes chances qu'ils vous soutiennent sur votre projet innovant. Les appels à projets des fonds FEDER. Alors là, je renvoie à la première colonne. Il faut aller voir parce qu'il s'agit d'appels à projets. Donc, les appels à projets, c'est du cas par cas. Il faut lire la liste. Il y a des appels à projets dans le secteur de la santé, dans le secteur de la green economy. Vous avez des appels à projets qui sont très spécifiques sur la civiculture. Et donc, voilà, c'est impossible de donner Alors, c'est sur des montants importants, ce sont des fonds européens. Ils vous indiquent le secteur sur lequel ils vous attendent. Si votre projet rentre dans le moule, il faut foncer et vous avez des périodes pendant lesquelles vous pouvez candidater sur ces fonds FEDER. Donc, je dirais si vous tombez sur la perle rare, le projet qui vous concerne directement, voilà, foncez. C'est intéressant. Alors Philippe, ça m'a rebondi concernant les aides pour le réseau entreprendre. Donc oui. ça précise que les aides peuvent aller jusqu'à 30 000 € dans les Yvelines. Voilà, c'est ce que je disais, tout à l'heure. Effectivement, elles évoluent, elles changent, mais c'est une bonne nouvelle, Sam. Hein, si ça monte à 30K, autant avec 15K, on reste plus vous l'avez vu dans mon schéma, dans la partie proto. Autant avec 30K, on n'est pas très loin de pouvoir commencer à développer un outil, on va dire, quasiment productif, quoi. On va pouvoir vraiment aller loin, en tout cas, dans le maquettage. Donc, 30K, c'est une très, très bonne nouvelle. Sam précise donc qu'il est membre accompagnateur et que bien sûr. les informations sont... Il connaît ça, d'accord. Très bien. Rémi nous pose également une question. Alors, est-ce qu'on peut se faire financer pour un projet qui va se déployer en dehors de la France? En Afrique, par exemple, est-ce que ces aides peuvent couvrir des projets hors territoire français? Alors, ça va être indiqué, c'est-à-dire que ça peut être une des contraintes indiquées clairement dans l'appel à projet. En revanche, je dirais qu'il y a même des projets où on va vous inciter à partir à l'international. C'est-à-dire que ça peut être un point positif pour la demande d'accompagnement. Donc, je dirais, dans certains cas, mais je crois que ça va être très très rare, hein, qu'on ne puisse pas financer un projet qui porte sur l'Afrique. Le siège de l'entreprise, Rémi, il est basé où? Alors, je laisse Rémi répondre. Vous lui laissez le temps de répondre, mais... Effectivement, ça me précise que l'entreprise doit être domiciliée en France. Exactement. Voilà. Donc, si le siège de l'entreprise est en France et que le projet va avoir un impact en Europe ou en Afrique, peu importe, je pense qu'il peut être admissible tout à fait à des fonds d'innovation. Ok. Voilà. Je reprends les exemples avec les différentes aides. Donc, le contrat de développement innovation de Oseo. Alors, juste avant que tu puisses apporter des précisions, ça me finit en disant qu'il y a des aides du ministère des Affaires étrangères qui peuvent être proposées pour des projets à l'international. C'est ça. Quand on a un projet qui touche l'international, généralement, alors il y a des aides qui sont spécifiques, mais qui peuvent se cumuler à des aides à l'innovation, donc c'est très bien. Et généralement, ils sont quand même relativement friands des projets à l'étranger. Donc, je dirais que c'est plutôt un point positif pour le projet de Rémi, je pense. Ok. Alors, le contrat développement innovation de Oseo. Alors là, oui, l'Oseo, on a un contrat qui est relativement intéressant. Donc, c'est un prêt d'honneur qui est donné, donc bien entendu, sur dossier et passage en commission. C'est un prêt d'honneur, donc prêt d'honneur qui est remboursé donc 0% sur 3 ans. Il peut aller de 40K à 600K. Donc, on a vraiment des montants qui sont quand même importants. Alors là, la condition que j'ai trouvée sur leur site, elle est presque amusante parce que il s'agit d'être une PME qui fait moins de 50 millions de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, je pense que ça doit couvrir
certainement une bonne partie des PME, un bon 80%, enfin je ne saurais pas l'évaluer directement, mais donc a priori c'est relativement ouvert. Bon, reste à savoir si les prêts sont accordés facilement ou si la commission, au contraire, pose beaucoup de questions sur le projet, mais ça peut couvrir, donc je dis, hein, de 40K à 600K, donc pour des projets importants, ambitieux en développement, très intéressant. Et enfin, pour conclure, le dispositif BGE de la Caisse des dépôts. Voilà, alors dispositif BGE, donc je réfère encore à ce que j'avais dit avant. Il s'agit de projets qui se rapportent à de la création d'entreprises. Donc, c'est aussi un petit peu particulier, ça s'adresse à des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Et il s'agit d'un prêt à taux zéro qui va être accordé pour un montant de 10K. Voilà, tout simplement. Donc là, assez simple, je dirais basique, mais ça permet peut-être à un porteur effectivement un demandeur d'emploi plutôt, de pouvoir justifier de la qualité de son projet et de monter toutes les maquettes nécessaires. Et je crois que c'était le dernier, en tout cas le dernier que j'ai détaillé. Donc je m'arrête là et je donne la main à Carole. Alors, merci Philippe pour cette présentation et ce tour d'horizon vraiment très fourni et très détaillé. Donc, la présentation est disponible depuis notre chaîne YouTube. Vous pouvez la visionner et nous vous enverrons donc, la présentation. Vous pouvez également nous suivre donc, sur les réseaux sociaux et découvrir d'autres contenus qui sont relatifs à la mise en œuvre d'applications mobiles ou de solutions digitales, plus généralement, et sur notre blog, donc sur notre chaîne YouTube, comme je viens d'en parler. Alors, n'oubliez pas non plus, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à notre groupe Meetup pour être prévenu de nos prochains événements autour du design et du développement mobile. Donc, l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous directement si vous avez d'autres questions. Voilà, nous serons ravis de pouvoir apporter des précisions. Merci Philippe. Merci à tous. Très bonne journée. Merci à vous et à bientôt.